ça tourne. J'ai bien conçu un chrono-accélérateur, alors pourquoi je n'y arriverai pas? Message à tous les agents d'Overwatch. Oh, pas très naturel. Message à tous les anciens agents d'Overwatch. C'est moi, Winston. Manifestement. Vous la connaissez cette cinématique, surtout si vous avez joué à l'époque d'Overwatch 1, elle était là à chaque lancement. Mais à ce moment-là du lore, on est 7 ans après la chute d'Overwatch, et Winston décide de reformer le groupe. Parce que la guerre entre les humains et les Omniacs fait de nouveau rage, mais pour des raisons totalement différentes. Mais du coup, qui sont les Omniacs et qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que c'est réellement la crise des Omniums? Pourquoi Chacal a les cheveux en feu? Qu'est-ce qui a entraîné la chute d'Overwatch? Qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qui s'est passé après? L'histoire du jeu est hyper complexe, et pour faire cette vidéo, j'ai dû regarder toutes les cinématiques d'Overwatch. J'ai dû lire toutes les BD, les nouvelles et les livres sortis par Blizzard. J'ai répertorié absolument toutes les informations sur le lore pour vous donner une réponse à toutes vos questions. De la création des Omniacs à la grande invasion du Secteur 0, laissez-moi vous raconter l'entièreté de l'histoire d'Overwatch. Vous allez voir la plus grosse vidéo de ma chaîne, et pour la faire, j'avais évidemment besoin de soutien, comme le vôtre, mais aussi celui de ce jeu là, avec 800 persos, disponibles sur mobile et PC, que vous connaissez déjà sûrement. Bon, pas de suspense, c'est le légendaire Raid Shadow Legends. Et grâce à eux, j'ai des beaux trucs pour vous via le QR code que vous voyez, ou mon lien en description, mais on va en reparler. Alors comme vous, j'ai déjà entendu parler de Raid Shadow, mais c'était surtout pour vanner, alors que le jeu est 1000 fois plus profond. Genre bon, déjà les graphismes, c'est très clean, surtout pour un jeu qui est dispo en cross-platform sur PC, mais aussi sur mobile quand même. Bon, au niveau gameplay, c'est bien construit, avec plus de 800 persos, vous vous doutez bien qu'il y a beaucoup de strats possibles, surtout que vous pouvez imaginer des compos pour le PvE, avec des milliers de boss différents, il y a de quoi faire, ou pour le PvP, dans le mode arène. Il y a beaucoup de content sur le jeu, hein. Enfin même le lore, hein, vu que c'est le sujet de ma vidéo, bah il est bien poussé sur Raid. D'ailleurs ma faction préf sur le jeu, c'est les gardes Sylvains, qui en gros est un peuple qui vit dans la jungle, ils ont du flow en mode champignons, plantes ou carrément des arbres vivants, c'est incroyable. D'ailleurs ce mois-ci il y a l'event Chaos Awakes, où vous pouvez avoir gratuitement le nouveau perso légendaire de cette faction, l'Eminici Eldoré. Pour ça, faut sco pendant 7 jours avant le 20 août, mais attention, faut commencer avant le 31 juillet, donc dépêchez-vous. Elle peut supprimer ou bloquer les buffs des ennemis, parfaite pour le PvE, surtout contre le boss Kurosa. Je vous conseille de la coupler à Kael et Hugo, qui est mon perso préféré d'ailleurs, car il a un super nom, et je dis pas ça parce que c'est mon prénom, alors là... Bon, si vous voulez commencer Raid Shadow, et faites-le, ça m'aide de ouf, il y a le petit QR code, ou alors le lien en description, vous avez l'habitude. Via le lien, vous gagnez un pack avec le perso épique Kellan Lapi, et au niveau 15, vous avez aussi l'épique Jarl Grisonnant. Et en plus, les nouveaux joueurs, vous pouvez choisir un code promo parmi 5 pour obtenir un légendaire au choix. Vous avez Sun Wukong, Alice la Flâneuse, Tuanarak, Tolin Barbe Infâme, ou Ruark Gardien Vert. Moi je vous conseille le dernier, hein, c'est un perso tank de ouf, c'est insane, et en plus comme les autres champions, vous pouvez l'avoir que via mon code. Bref, venez sur le jeu pour jouer avec moi, mon blast c'est Pearl, et rejoignez la griffe, c'est ma faction. Merci Raid Shadow, merci à tous ceux qui vont installer, et maintenant je vais vous raconter toute l'histoire d'Overwatch en 40 minutes. Bon, pour comprendre comment le monde entier a pu basculer dans une guerre aussi sanglante et destructrice, faut rapidement que je vous introduise au contexte. Avant la crise, l'humanité était sûrement à quelques pas de son apogée. Des systèmes d'épuration d'eau hyper performants, la maîtrise de la fusion nucléaire ou alors des améliorations cybernétiques pour lutter contre les maladies chroniques, les avancées scientifiques, médicales et surtout technologiques rendaient la vie meilleure et repoussaient les limites humaines toujours plus loin. Mais l'innovation qui a réellement chamboulé le quotidien d'énormément d'humains nous vient de la société Omnica Corp. Omnica, c'est une géante multinationale qui pèse des millions car elle est à l'origine des Omniacs. Les Omniacs, c'est en gros des robots qui permettaient à l'époque aux humains de se libérer des tâches pénibles ou alors dangereuses. Ils sont domestiques dans le sens obéissant et ils effectuaient simplement ce qu'on leur disait de faire. Conçu pour mettre son énergie à votre service au quotidien. Avec une gamme de robots industriels qui ne manquent jamais d'énergie. Et équipés pour vous soutenir de toute leur énergie. Omnica Corp, l'avenir en ligne de mire. Imaginez le rêve, un robot qui fait des crêpes pour vous et à votre place. Incroyable. Bref, Omnica Corp repoussait toujours les limites technologiques. Leurs machines étaient perfectionnées et petit à petit, elles s'approchaient tellement de cette perfection qu'elle tombait presque jamais en panne. Sauf qu'une entreprise, ça a pour but de faire du profit. Et donc les gestionnaires ont cherché une solution pour pousser l'innovation encore plus loin. C'est pour ça qu'ils ont recruté le docteur Mina Liao, une roboticienne, sûrement la plus connue au monde, qui avait pour ambition de créer la nouvelle génération d'Omniacs, rien que ça. Et avec des financements presque infinis, Mina et son équipe ont fait naître celle qu'ils ont appelée Aurora. Mais tout était sur le point de changer. Certes, Aurora, c'était un grand succès, incroyable, etc. C'était quand même le premier robot capable de sentience. Alors c'est un mot un peu compliqué, mais parce que ça l'est en vrai. Pour faire ultra simple, c'était la première à avoir une conscience, des ressentis, capable de faire des choix et d'avoir genre un avis. Un peu comme les humains, en fait. D'ailleurs, elle s'est même mise à vivre comme eux. Sauf que la fête était de courte durée pour Omnica Corporation. Je vous ai pas encore parlé des Omniums, et pour comprendre la crise des Omniums, je pense que ça peut être un peu utile. En gros, les Omniums, c'est des usines géantes chargées de fabriquer des Omniacs à foison. Il y en a plein qui sont sortis
militaires partout dans le monde parce que tout le monde voulait des Omniacs. Sauf que ça a pas toujours été bien fait. À Détroit, par exemple aux États-Unis, Omnica avait promis que l'Omnium allait apporter du travail à la région, alors qu'en réalité, une usine 100% automatique, pas sûr qu'il y ait besoin de beaucoup d'employés. Et ça, c'est un des nombreux mensonges d'Omnica Corp. Faux permis de construire, fraude, dépassement de budget, ça a pas plu aux États ni à leur population. En quelques années, la plus grande multinationale au monde s'est effondrée, laissant derrière elle des milliers d'Omniacs, mais surtout des Omniums à l'abandon, mais pas pour longtemps. Le grand méchant de la guerre, c'est l'IA divine Anubis. Les IA divines étaient des merveilles technologiques fabriquées par les États. Leurs processeurs étaient tellement puissants qu'on leur avait donné des missions ultra importantes de gestion, manutention et même diplomatie. Pour ça, on leur a donné une liberté presque totale. Et c'était peut-être un peu trop. Elles avaient accès au réseau et à une quantité de données presque illimitée. Mais c'était nécessaire pour mener leur mission à bien. Anubis était chargé d'aider l'humanité à préserver l'équilibre écologique du monde. En gros, son boulot, c'était de trouver des solutions au dérèglement climatique. Mais après tous ces calculs, toutes ces analyses et toutes ces prévisions, même tirées de travaux humains, l'IA divine comprit que la seule issue, c'était d'exterminer l'humanité. C'est logique, hein? Sans humains, la Terre se porte mieux. Flash info au Nigeria. Les réseaux sociaux signalent qu'une invasion serait en cours. Nous ne savons toujours pas exactement ce qu'il se passe en Afrique centrale. Mais nous avons des images sur place. Nous avons de nombreux témoins qui disent avoir aperçu d'étranges robots de combat. Ok, l'attaque de la Gauss, c'était que le début du plan d'Anubis. Elle avait pu prendre le contrôle des Omniacs pour les forcer à se retourner contre les hommes. Au début, le monde a cru que c'était juste un accident, qui a causé beaucoup de morts certes, mais un accident. Les robots étaient juste défectueux. Alors qu'en réalité, c'était bien pire que ça. L'IA divine avait investi les réseaux des fameux Omniums et les avait réactivés en secret pour fabriquer ses propres Omniacs, ou plutôt ses propres soldats. Très vite, les robots se sont attaqués à d'autres grandes villes très peuplées comme New York ou Toronto. C'était les plus logiques à attaquer pour parvenir au but originel d'Anubis. Les États-Unis, la Russie, l'Égypte ou encore l'Allemagne, tous les pays du monde subissaient l'offensive Omniac. La crise des Omniums avait commencé et l'humanité s'apprêtait à affronter un ennemi qui ne dort jamais, qui apprend de chaque défaite et surtout qui n'a ni peur ni désespoir. Ce qui est à la fois son plus grand atout, mais aussi sa plus grande faiblesse. L'espoir, c'est vraiment ce qui a permis à l'espèce humaine de résister, puis répliquer. Tous les pays se sont mis à imaginer des stratégies pour lutter contre l'invasion omniaque et protéger leur population. Alors des fois, c'était plus de la résistance, comme le Duro Vidro au Portugal, un énorme mur en verre aussi solide que le diamant. Avec ça, Anubis a laissé la péninsule ibérique plutôt tranquille pendant la guerre. Mais souvent, c'était de l'arsenal militaire pur et dur. Les Sviatogor, des mechas titanesques conçus par les industries Volskaya, ont protégé la Russie d'une main de fer. Mais on peut aussi citer le programme d'entraînement des super soldats aux États-Unis, qui visait à créer des surhommes au sein de l'armée américaine, ou encore la mythique initiative Croisée en Allemagne, où des légendes se sont inscrites comme le lieutenant Balderich von Adler. Néanmoins, la meilleure réponse de l'humanité face à la crise, ou en tout cas celle dont tout le monde se souvient, nous vient de la secrétaire adjointe de l'ONU. C'est Gabrielle Adaway, celle qui est aujourd'hui connue pour la fondation de la ville de Numbani, qui insuffla l'idée d'une organisation intergouvernementale composée des meilleurs scientifiques, diplomates et surtout soldats au monde pour lutter contre Anubis. C'est elle qui posa les premières pierres de la célèbre agence Overwatch. La nouvelle mission était de composer les rangs de l'organisation. Alors Adaway, et avec l'aide de la plupart des pays du monde, a pu recruter les meilleurs dans leur domaine. Ceci dit, si les gens de l'ombre sont, on est d'accord, importants, l'équipe d'intervention l'est encore plus, car c'est elle qui allait incarner le visage d'Overwatch. Alors, vous les connaissez, mais je vais quand même vous rappeler qui ils sont. La première recrue, Gabriel Reyes, soldat de l'armée américaine, un des rares rescapés du programme d'amélioration des super soldats. On lui a confié la lourde tâche de commandant des opérations. La deuxième recrue, Jack Morrison, collègue de Gabriel Reyes, et lui bien plus photogénique et meilleur communicant. Alors évidemment, si l'équipe d'intervention était composée uniquement d'Américains, les autres pays allaient sûrement crier à la corruption. Mais la troisième recrue les en a empêchés. Anna Amari, sûrement la meilleure snipeuse au monde, en tout cas c'est ce qu'elle avait prouvé pendant ses missions de protection en Égypte. Gabriel Adaway a aussi contacté le héros de son pays natal, celui qui, à lui seul, défendait le Nigeria et toute l'Afrique de l'Ouest. Mais le premier détenteur du Doomfist refusa, ce qui est bien dommage, surtout quand on sait comment ses héritiers ont souillé le nom du gantelet mythique, mais on y reviendra. Balderich von Adler, le héros allemand, n'a pas pu rejoindre Overwatch non plus.
étant donné qu'il a tragiquement perdu la vie lors de la bataille d'Aschenwald. C'est donc son poulain, l'explosif Reinhard Wilhelm, qui intégra l'agence, prêt à honorer le nom des croisés. Enfin, Overwatch avait besoin d'ingénieurs pour comprendre en détail les ennemis qui se dressaient devant elle. Torbjörn Lindholm s'imposa comme essentiel à la grande victoire. Après tout, c'était lui qui avait conçu certains grands automates de combat comme les bastions et les titans. Et puis son expertise en matière d'arsenal avait fait ses preuves en Suède. Par contre, sa taille était à l'opposé de son caractère. Il était totalement contre l'intégration de la docteure Mina Liao, alors que sa connaissance des Omniacs et surtout des Omniums faisait d'elle un élément non négligeable pour Overwatch. Alors même si Lindholm était grandement contre, Liao intégra l'agence. Et voilà, on les a nos 6 premiers héros. Suite à ses premières missions en Asie de l'Est, l'équipe a vite fait parler d'elle et a donné un vent d'espoir à la population mondiale. Son premier grand exploit fut son intervention au Canada. Après avoir en partie libéré Toronto, Overwatch, aidé de la capitaine Vivian Chase, a mis hors d'état de nuire l'Omnium de Détroit, ce qui a permis aux États-Unis et au Canada de souffler un petit peu. Bon, même si ces victoires étaient nécessaires, elles suffisaient pas. Overwatch seul ne pouvait pas lutter contre des millions de robots. Et c'est à ce moment-là que le génie de Mina Liao a sûrement sauvé l'humanité, mais aussi tous les Omniacs. Parmi tous les modèles de robots du monde, un seul n'avait pas été corrompu par Anubis. La première Omniac douée de conscience, Aurora, qui s'était réfugiée au Népal à ce moment-là. L'idée de Liao était risquée, elle voulait transférer la conscience d'Aurora à tous les Omniacs du monde. Même si toutes les machines avaient des composants similaires, ça pouvait échouer. Le risque que les conséquences ne soient pas celles espérées était hyper élevé. Et puis surtout, Aurora pourrait ne pas en réchapper. Liao chercha toutes les solutions pour éviter la mort de celle à qui elle avait donné la vie. Mais le temps était compté, il y avait des gens qui mouraient tous les jours et il fallait agir vite. C'est pourquoi Aurora a réussi à convaincre sa créatrice de la nécessité de ce sacrifice. Une vie contre des millions, voire des milliards d'autres. Alors l'équipe de Liao commença la procédure et transféra la conscience d'Aurora à tous les Omniacs. Le transfert s'est fait en un claquement de doigts. Cet événement, on l'appelle l'éveil. En un instant, ils ont tous arrêté de se battre. En un instant, ils ont tous obtenu une conscience. Ils étaient tous soudainement capables de ressentir des émotions ou de faire des choix. Pendant un court instant, ils étaient tous connectés à Aurora, qui en profita pour leur transmettre un dernier message. Faites le bon choix. Une vie s'ouvre à vous. Faites le bon choix. Faites le bon choix. Ils ont tous fait un choix. La majorité a choisi de déposer les armes, certains se sont rebellés contre Anubis, rancuniers de comment l'IA les avait utilisés, et d'autres ont décidé de continuer à suivre la doctrine d'Anubis. En tout cas, l'éveil précipita sa chute, et il fallait absolument empêcher l'ennemi de se remettre de la perte d'une énorme partie de ses soldats. En quelques jours, Overwatch s'organisa pour mener une attaque au Caire, en Égypte. Aidés par Amari, Wilhelm, Reyes et Morrison ont infiltré le complexe dans lequel se trouvait l'IA, et l'ont mise en quarantaine dans une pyramide ultra sécurisée qu'on appelle aujourd'hui le temple d'Anubis. La guerre était terminée, et la guerre était gagnée. Après la crise, le temps était à la reconstruction. C'était un nouveau départ pour Overwatch, et son objectif était de maintenir cette nouvelle paix assez fragile. Gabriel Adaway décida de quitter la direction d'Overwatch pour fonder son rêve depuis toujours, Numbani. Par conséquent, Jack Morrison a pris la tête de l'agence avec Reyes comme second. Et quand je parle de paix fragile, c'est pas pour romancer. La première grosse mission post-Overwatch était l'opération Dôme Blanc. La mission consistait à arrêter des Omniacs qui, encore convaincus par Anubis, s'attaquaient à Istanbul. Et ils ont été stoppés grâce à l'intervention d'Amari, Wilhelm, Lindholm et la nouvelle recrue, Emre Sariolu. D'ailleurs, c'est pendant cette mission que Torbjörn a perdu son bras à cause d'une embuscade Omniac. Bref, Morrison avait pour projet de faire grandir les squads d'intervention. Et c'est pour cette raison qu'on a vu l'intégration de plusieurs personnalités fortes en son sein. Après Sariolu, Angela Ziegler, plus connue sous le nom de Ange, rejoigna aussi Overwatch. Elle avait fait ses preuves dans la médecine et notamment dans la nanobiologie. Vivian Chase a elle aussi rejoint Overwatch, mais après la crise. Les deux femmes ayant impressionné Morrison, c'était normal de les intégrer. Reyes aussi enrôla de nouveaux agents. Par exemple, pendant une mission dans l'Ouest américain où il était chargé de mettre un terme au ravage du gang Deadlock, il rencontra le jeune Cole Cassidy, un vrai tireur d'élite, et quand Reyes lui donna le choix entre Overwatch ou la prison, je pense que la question était vite répondue. L'équipe s'agrandissait bien, mais fallait vite savoir où loger, entraîner et diriger tous ces gens. Alors l'agence a mis le paquet pour construire un quartier général flambant neuf à Zurich en Suisse. En plus du QG, Overwatch s'implantait partout dans le monde grâce à ses observatoires comme ceux de Gibraltar, Grande Mesa ou Kerguelen. Le recrutement de Ziegler, il n'était pas anodin non plus. Overwatch investissait aussi dans les sciences. Avec la fin des programmes divins, il fallait bien quelqu'un pour analyser l'évolution du climat et surtout trouver des solutions. Parmi les écolabs, on peut citer le plus important, en Antarctique, ou alors
serveur le plus impressionnant au beau milieu d'un volcan au Samoa. Bref, Overwatch réalisait des exploits, des innovations, voire même des miracles en vrai, surtout après une période aussi sombre. Dites-vous qu'on produisait même des séries à la gloire de ses héros. Aux yeux de tout le monde, Overwatch vivait son âge d'or. Mais la réalité était tout autre, et les signes annonçant la chute de l'agence émergeaient doucement. L'après-crise des Omniums, c'est souvent décrit comme un moment de paix absolue. Mais en réalité, c'était beaucoup plus complexe que ça. Beaucoup de menaces planaient sur le monde. Et ouais, c'est là que je vais vous parler des méchants. Déjà, l'Australie avait totalement perdu le contrôle de son territoire. Dans le fin fond de l'Outback, le Front de Libération australien, composé de tous les laissés pour compte de la guerre, comme le célèbre Mason Hall, s'est attaqué à l'omnium du pays et l'a fait exploser. La zone entière fut entièrement détruite et irradiée. Et c'est sur ces terres que les membres du FLA, donc le Front de Libération australien, ont bâti les premiers bidonvilles de Junkertown. Mais on y reviendra. La Corée du Sud était elle aussi menacée, mais par un ennemi différent et plus mystérieux. Depuis la mer de Chine orientale, les Gwishin ont attaqué les côtes du pays du matin calme. Les Gwishin, c'est de géants robots qui viennent d'Onsezu et qui attaquent Busan. Alors le docteur Liao a supposé que c'était des robots envoyés depuis un omnium sous-marin construit par Anubis pendant la crise. Mais pourquoi ils attaquent, pourquoi la Corée et comment ils deviennent de plus en plus puissants à chaque attaque, ça on sait pas, ou en tout cas pas encore. Quoi qu'il en soit, la Corée a toujours refusé l'aide d'Overwatch, quitte à créer ses propres forces de défense. Bon, et puis la menace robotique n'était pas uniquement semé par les Gwishin, mais aussi par le Secteur 0, un groupe d'omniacs révolutionnaires exerçant dans l'ombre. Le Secteur 0, il est hyper important pour notre histoire, alors retenez-le bien. Mais on en reparlera plus tard, parce qu'à cette époque, le Secteur 0, c'est encore qu'un groupuscule. Non, la réelle menace qui émerge pendant l'âge d'or d'Overwatch, c'est la Griffe. Alors, c'est une organisation terroriste, composée principalement de mercenaires, qui se battent pour l'argent du coup. Plusieurs groupes se sont rattachés à la Griffe, comme la coalition caribéenne, ou encore la bande du second Doomfist, Akinjide Adeyemi, qui obtenait d'ailleurs le titre de Fléau de Numbani, par rapport à la terreur qui faisait planer sur la Cité Libre, cité qui s'était aussi affranchie de la protection d'Overwatch, ne jurant que par les OR-15. Bref, la Griffe gagnait de plus en plus en influence, et son prochain coup allait faire très mal à Overwatch. Le docteur Mina Liao s'était retiré à Oslo pour créer son tout nouveau robot doté d'une IA à apprentissage automatique, c'était ce qu'elle appelait le projet Echo. Le protecteur de la scientifique, c'était Cassidy, qui apparemment s'est fortement attaché à Liao à ce moment-là, et aussi un petit peu à Echo. Malheureusement, il n'était pas avec elle le soir de l'attaque. Plusieurs explosions secouèrent le complexe, et le cow-boy coura vers le laboratoire. Mais c'était trop tard. Mina Liao était gravement blessée, mourante même, et il l'accompagna jusqu'au bout. Quand Cassidy n'était pas présent pendant les funérailles du docteur Liao, assoiffé de vengeance, il cherchait déjà avec Reyes et Lacroix un moyen de mettre ces criminels derrière les barreaux. Blackwatch s'est chargé de l'affaire. Blackwatch, pour faire simple, c'est les services secrets et légèrement illégaux d'Overwatch. À la tête de tout ça, Gérard Lacroix, un riche et intelligent français, et à ses côtés évidemment, Gabriel Reyes. Rapidement, depuis leur nouveau complexe à Rome, ils sont remontés jusqu'à Antonio Bartalotti, un haut gradé de la Griffe. Mais Bartalotti les a retrouvés avant qu'eux ne le retrouvent. Et la Griffe a fait sauter le QG à Rome, plongeant Gérard Lacroix dans le coma. C'en était trop pour Reyes. Il était déterminé à aller à Venise, attraper Bartalotti et le faire parler, et ce, contre l'avis de Morrison. Pour l'opération à Venise, évidemment, Reyes et Cassidy furent de la partie, mais aussi le nouveau membre de Blackwatch, Genji Shimada. Rescapé de son violent combat contre son frère Hanzo, recueilli par Overwatch et soigné par Angela Ziegler, il était prêt pour cette mission. Tout comme Moira Odeorein, scientifique plus que controversé. Morrison et Ziegler étaient totalement opposés à son intégration. Alors Reyes l'a admise dans ses rangs, secrètement aux yeux du public et contre l'avis de ses collègues. Bref, l'équipe s'est introduite dans le manoir de la Griffe et parvint à mettre la main sur Bartalotti. Mais vous savez, parfois, tout ne se passe pas comme prévu. Bonsoir, commandant Reyes. De quoi ça aura l'air aux infos? Overwatch enlève un homme d'affaires respecté en toute illégalité. Même si vous m'arrêtiez, mes amis me feraient relâcher en un clin d'œil. Cette petite entrée en scène n'aura servi à rien. Tu as raison. Reyes, qu'est-ce qui t'a pris? C'était pas le plan! Eh ben, il va falloir passer au plan B. Eh ben, Jack, c'était un sacré bordel.
C'est à ce moment-là que tout a basculé. La mission représailles devait à la base se faire dans le plus grand secret, mais ça a légèrement été compromis et évidemment, ça a fait énormément parler. D'abord dans les médias italiens, puis partout dans le monde. Blackwatch a été révélé au grand jour avec tout son lot de controverses. Et c'est à ce moment-là qu'une réelle scission a eu lieu entre Morrison et Reyes, et seule Amari arrivait à faire le pont entre les deux. Oda Oren fut forcée de quitter Overwatch et elle est partie à Oasis, là où des mécènes étaient prêts à financer ses études, entre guillemets. L'organisation était fortement critiquée, mais vous savez quoi? La chute, elle est encore plus dure quand on croit pouvoir se relever. Parce que l'intégration de Winston et Lena Hoxton a été un énorme succès médiatique pour Overwatch, tant leur histoire était touchante, et ça a bien aidé à redorer le blason d'Overwatch. Winston, il a grandi en captivité sur la colonie lunaire Horizon, avant de fuir quand les nombreux gorilles se sont révoltés contre les scientifiques. Doué de parole et d'une grande intelligence grâce à des modifications génétiques, il a sauvé la vie de Lena Hoxton juste après son intégration. La Britannique était atteinte de chronodissociation après un accident d'avion, mais grâce au chrono-accélérateur de Winston, Tracer a pu se maintenir dans le temps, voire le contrôler. Grâce à sa popularité et surtout ses aptitudes, elle participa rapidement à sa première mission, chez elle, à Londres, pour combattre les robots révolutionnaires du secteur 0. Et le secteur 0, vous allez encore attendre un petit peu. Je vais vous en parler, mais pas maintenant. À cette époque, c'est leur première attaque, et elle est rapidement endiguée par Overwatch, ce qui refait la réputation de l'agence et fait remonter sa cote de popularité. Mais ça, c'était de courte durée, parce que le pire était sur le point de se produire. Gérard Lacroix, à peine remis de ses blessures, était une nouvelle fois la cible de la griffe. Sa femme Amélie Lacroix fut enlevée. Morrison, fou de rage, et on le comprend, mobilisa d'énormes moyens pour la retrouver. Et au bout de quelques mois de traque, Overwatch réussit à ramener la jeune femme chez elle. Mais l'agence et Gérard, un peu trop heureux de la retrouver, étaient carrément aveuglés. En réalité, Amélie Lacroix avait subi des expériences horribles chez la griffe, et ils avaient réussi à lui faire perdre toutes ses émotions. Elle a assassiné Gérard et a fui juste après. Elle l'a trahi et tout Overwatch avec pour rejoindre Doomfist. Un peu ironie du sort, une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule. Et quelques mois plus tard, lors d'une opération de sauvetage en Pologne, la grande Anna Amari fut portée disparue. Elle s'était mise en tête de traquer un mystérieux sniper de la griffe. Aujourd'hui, plus si mystérieux du coup. Anna laissa derrière elle sa fille, Faria Amari, qui rêvait de suivre les traces de sa mère. 2 pertes fatales parmi les cadres d'Overwatch, auxquelles on peut ajouter celle de Reinhard Wilhelm. Le croisé allemand avait, comme à son habitude, décidé d'ignorer les ordres. Mais au Paraguay, c'était la fois de trop. Et pour éviter toute polémique désastreuse pour l'agence, Overwatch annonça se séparer du chevalier. Reinhard déménagea en Suède pour vivre sa retraite un petit peu forcée, aux côtés des Lindholm. Lacroix, Amari et même Wilhelm, tous étaient victimes de la griffe. L'organisation gagnait en puissance, notamment grâce à son nouveau leader, Akande Ogundimu, le 3e Doomfist, et assassin de son prédécesseur Akinjide Adeyemi. Il fallait mettre Doomfist hors d'état de nuire avant que la griffe ne soit trop puissante. Alors Vivian Chase prit les commandes, Reyes et Morrison étant trop occupés. Elle remonta vers Maximilien, un riche omniaque monégasque de Monte Carlo et proche d'Ogundimu. Elle chargea Tracer, Genji, Winston et Ange d'attraper l'omniaque à la Havane et de le faire parler. L'opération était pas compliquée, on avait quand même affaire aux meilleurs agents de l'époque. Maximilien, une fois attrapé, livra Doomfist sans problème et Overwatch le rencontra à Singapour. L'affrontement qui en découla fut terrible, mais le criminel fut arrêté. Et en vrai, c'est triste à dire, mais c'est sûrement le dernier au fait de l'agence avant le drame. L'arrestation de Doomfist portait un vent d'espoir instantanément balayé par l'explosion du quartier général d'Overwatch en Suisse. Des dizaines de personnes y perdirent la vie, et notamment les 2 anciens commandants, Gabriel Reyes et Jack Morrison. Ça faisait des années que certains appelaient à la fin de l'agence, et Zurich c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase. L'opinion se prononça majoritairement et fortement contre ces agissements, et les audiences eurent raison d'elle. 20 ans après la crise des Omniums, les Nations Unies déclarèrent le Petras Act, interdisant toute activité liée à Overwatch et annonçant sa dissolution immédiate. Ce n'est que par le conflit que l'homme évolue. Cette phrase, vous l'avez déjà entendue en vrai, enfin en tout cas sûrement, et elle est dite par Doomfist, le chef de la griffe. C'est son plan, faire évoluer l'humanité en créant des conflits. Et avec la chute d'Overwatch, le dernier rempart maintenant la paix avait juste sauté. Mais je vous rappelle qu'Akande était en prison, du coup fallait qu'il sorte. Sauf que quand on est l'un des plus grands criminels du monde et à la tête d'une organisation terroriste aussi puissante, c'est pas bien compliqué de sortir. Mais après ça, il lui fallait son gantelet. Après une attaque au musée d'Overwatch à New York, il a été transféré à Numbani. Ogundimu s'est alors rendu sur les lieux où, dès son arrivée à l'aéroport, il affronta les OR-15, des robots de défense. Et bon, il n'y a pas vraiment eu d'affrontement, c'était plus une victoire facile. Doomfist récupéra son gant, et il était temps pour lui d'asseoir encore plus l'influence et la puissance de la griffe. Les portes s'ouvrent vers une nouvelle ère pour l'équipe de Doomfist. Bon, en plus des mercenaires, l'organisation peut maintenant faire confiance à ses soldats d'élite, on va dire. Et parmi eux, vous connaissez très clairement les 2 premiers dont je vais vous parler, Fatal et Faucheur. C'est eux qui ont attaqué le musée d'Overwatch. Fatal, elle, c'est une snipeuse exceptionnelle. D'ailleurs, je lève le mystère, s'il y en avait vraiment un.
C'est elle, la responsable de la mort d'Amari. Et Faucheur, quant à lui, c'est un spectre. Un peu inconnu, mais certaines personnes le soupçonnent évidemment d'être Gabriel Reyes, ou en tout cas ce qu'il en reste. On sait aussi qu'une certaine Sombra travaille avec la Griffe. Enfin, c'est plutôt quand ça l'arrange. Et pour preuve, lors d'une mission où Fatal, Faucheur et Sombra devaient assassiner Katia Volskaya, la PDG de Volskaya Industries, l'entreprise russe qui a créé les Sviatogor, Sombra a laissé Katia en vie et a déclaré qu'elle s'était mystérieusement enfuie. Bon, en vrai, la tuer avait jamais fait partie de son plan. Comme j'ai dit, elle suit ses propres objectifs et utilise la Griffe pour arriver à ses fins. C'est aussi le cas de Maximilien d'ailleurs, qui finance toujours les activités de l'organisation terroriste, mais il cherche à y gagner. Et pour la montagne Maoga Malosi, on sait pas trop ce qu'il recherche. Peut-être juste qu'il veut qu'on lui donne une bonne raison de se défouler et tuer tout ce qui bouge. Il y a aussi des scientifiques qui se sont ralliés à la cause de Doomfist. Moira Odeorein, toujours depuis Oasis, a perçu des financements de la part de l'organisation. Et on sait aussi qu'elle a une certaine place en son sein. Le docteur Seabrain de Kuiper, ou tout du moins son ombre, a aussi rejoint la Griffe. Ouais, le pauvre a plus toute sa tête après son accident, ce qui le rend encore plus dangereux, et sa Doomfist l'a bien compris et compte bien l'utiliser à leur avantage. Dire que c'est de Kuiper qui est à l'origine des voitures volantes, c'est un si grand talent gâché au service de la Griffe, y a de quoi flipper. Enfin, et c'est sûrement le plus effrayant, on sait que la Griffe est en étroite relation avec le Secteur 0. Ceci dit, ça l'a pas empêché d'envoyer Fatal pour assassiner le célèbre Tekarta Mondata, sûrement dans le but d'accélérer l'explosion du conflit. Mondata, c'était une icône de la paix entre humains et robots. Évidemment, sa mort a clairement poussé le Secteur 0 à agir. Et d'ailleurs, je crois que c'est enfin le temps de vous parler du méchant le plus charismatique. La cohabitation entre humains et omniaques a toujours été difficile. Les hommes ont un peu de mal à accepter ce qui est différent d'eux-mêmes. Déjà que les couleurs étaient un problème pour certains, alors une nouvelle espèce, je vous laisse imaginer. Bref, on le sait, la vie est rude pour les omniaques. Ils sont victimes de jugements, d'inégalités et surtout de violences. Comme les modèles ravageurs qui étaient à l'époque de la guerre des réelles machines à tuer des humains. Certains ont tenté de s'intégrer, et d'autres ont fait le choix de s'isoler, comme par exemple les Shambhalis. Les Shambhalis sont des omniaques qui se sont réunis au Népal, là où Aurora a permis l'éveil. Leur chef était justement Mondata, qui avait pour ambition de guider humains et omniaques vers l'harmonie et l'iris, une forme de vie au-delà de la vie, où humains et omniaques ne forment qu'un. C'est au monastère Shambhali que Ramatra rencontra Mondata et qu'il exprima surtout sa vision opposée. Ils veulent tous les deux la paix pour les omniaques, ça c'est clair. Mais là où pour Mondata la paix entre humains et omniaques pourrait s'obtenir grâce à des méthodes pacifiques, Ramatra, lui, considère que la seule manière d'obtenir la liberté pour les siens, c'est par la violence. Tekarta Zenyatta, un autre Shambhali, a bien tenté de raisonner Ramatra, mais en vain. Ce dernier a quitté le Népal pour fonder le Secteur 0, le groupe de libération des omniaques. Il a pris possession de certains omniums construits par Anubis pour créer ses propres soldats. C'était déjà Ramatra, derrière l'attaque à Londres à l'époque. Et Kings Row semble l'avoir encore plus radicalisé dans ses idées. En même temps, il y a perdu une amie proche. Descendre d'un conflit en acquis un autre, et le message de Ramatra est clair. Nous avons essayé de cohabiter avec l'humanité. Mais partager son monde ne l'intéresse absolument pas. Combien d'omniaques devront encore mourir pour alimenter les rêves des humains? Plus un seul. Notre race ne compte qu'une génération. Une seule. Et se meurt bien trop vite. Nous pouvons trouver notre place. Il le faut. Rejoignez-moi et ensemble, offrons un avenir meilleur à tous les omniaques. Ramatra est sur le point de déclarer la guerre totale, et le monde n'a plus ses protecteurs d'antan. Enfin, pas pour longtemps. C'est dans l'ancien observatoire Gibraltar, aujourd'hui désaffecté, que Winston s'est installé pour continuer diverses recherches et mettre au point des inventions, ce qui le passionne en vrai. Mais entre chaque pause, il allume les informations et tombe sur les mêmes nouvelles. Les omniaques attaquent et le monde bascule peu à peu. Lui, il est là, impuissant, alors souvent il hésite à rappeler les anciens héros d'Overwatch, aujourd'hui éparpillés aux quatre coins du monde. Mais le Petrasact est toujours d'actualité, et Winston veut pas outrepasser les lois. Sauf ce jour-là. Des agents de la Griffe menés par Faucheur se sont infiltrés dans l'observatoire pour voler la géolocalisation des anciens agents. Le gorille, non, le scientifique, a réussi à les repousser. Et cette fois, il était convaincu. La Griffe, le Secteur 0, quelqu'un devait agir. Alors on peut le dire que c'est cette attaque qui l'a poussé à rappeler les héros d'autrefois. Et là, je le sais, vous l'avez déjà entendu, son message. Est-ce que ça tourne? Il y a 30 ans, les omniaques déclaraient la guerre. Les nations du monde étaient impuissantes, jusqu'à ce qu'elles mettent sur pied un petit groupe de héros. Overwatch vit le jour pour sauver l'humanité de la crise des omniums.
Nous sommes alors devenus les plus grands défenseurs de la paix et du progrès que l'humanité ait jamais connus. Vous avez été choisis car vous aviez des pouvoirs et des aptitudes qui vous rendaient. Vous nous avez rejoints car vous étiez... Mais vous savez déjà tout ça. Écoutez, l'opinion a considéré qu'il valait mieux se passer de nos services. On nous a même qualifiés de criminels. Ça a totalement pulvérisé notre famille. Mais regardez autour de vous. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous devons passer à l'action. Nous pouvons influer sur le cours des choses. Le monde a besoin que nous l'aidions, plus que jamais. Vous vous joignez à moi? Si vous êtes un humain normalement constitué qui a un peu joué à Overwatch, son discours, il vous fait quelque chose. Mais la réalité, elle est un peu dure. Pas beaucoup d'agents ont répondu. Et enfin, très peu quoi. Pour la première mission du nouveau Overwatch, ils étaient que 3. Évidemment Tracer, la meilleure pote de Winston, et Mei, une scientifique d'Overwatch qui a vécu un réel enfer. Oubliée à l'écolab antarctique après une forte tempête, tous ses collègues sont décédés pendant leur cryostase. Et le réveil, 8 ans plus tard, a dû la choquer. Overwatch avait bien tenté de lancer une expédition pour les sauver, mais je crois que le brise-glace s'est fait counter par la glace. Bref, c'est Overwatch 2.0 ou 1.5. C'est dirigé vers Paris quand ils ont appris pour l'attaque du secteur 0. Mais sur place, c'était plus compliqué que prévu. Alors pas à cause des petites unités, mais à cause du gigantesque Titan. Celui-ci blessa grièvement Mei, ce qui força Overwatch à reculer. La première mission était clairement un échec et Paris allait tomber entre les mains des robots. Mais ça, c'était sans compter sur la cavalerie. N'est pas encore venu. Avec le soutien de Genji, Ange, Reinhardt, Echo et la fille Lindolm Brigitte, Overwatch repoussa le secteur 0 et libéra Paris. Overwatch est enfin de retour. Mais leur mission ne s'arrête pas là. Depuis Paris, les attaques ne cessent de se multiplier. À Rio de Janeiro, Overwatch repoussa les robots avec l'aide du célèbre artiste et militant brésilien Lucio Correa dos Santos. Ils sont introduits dans le vaisseau mère, puis l'ont complètement fait exploser. Après ce succès, Overwatch intégra logiquement Lucio à ses rangs. Et c'était pas le seul, parce qu'à leur retour à Gibraltar, Cole Cassidy était là, prêt à se battre, et surtout bien accompagné. Pour faire simple, après avoir libéré Echo qui était sur le point de se faire voler par le gang Deadlock, il a pris la route direction le Caire. Là-bas, il a repris contact avec Anna Amari. Ouais, grand reveal, vous saviez pas, elle était vivante, bref. Alors, elle voulait pas rejoindre Overwatch. Par contre, elle donna à Cassidy une liste de potentiels agents à recruter. Le premier nom de la liste, c'était d'ailleurs sa fille, Faria Amari, qui a toujours rêvé de rejoindre l'agence une fois plus grande. Donc l'enrôler a pas été très difficile, même si les retrouvailles avec sa mère étaient un peu tendues. La destination suivante de Cassidy était la Russie, mais sur le chemin, la Griffe tenta de le capturer. Heureusement pour lui, Jean-Baptiste Augustin, un ancien membre de l'organisation terroriste, aujourd'hui repenti, était là pour aider le cow-boy. Devant un tel talent, Cassidy accepta de le prendre dans son escouade de 109 avant de reprendre son chemin. Une fois en Sibérie, il alla à la rencontre d'Alexandra Zarianova, une militaire russe plutôt forte en son domaine. Avec elle, il repoussa une attaque robot sur le front sibérien et l'a convaincu de le rejoindre pour leur mission en Corée du Sud. Là-bas, l'escouade Mecha, la force de défense coréenne, se battait contre une attaque des fameux Gwishin. Et bon, ils étaient légèrement en train de perdre quand Cassidy, Farah, Baptiste et Zarya sont arrivés pour les aider. Et là, entre l'escouade Mecha et l'escouade 109, les robots ont pas eu beaucoup de chance. Après le combat, la Corée, qui a toujours été opposée aux agissements d'Overwatch, accepta de leur confier l'une de leurs meilleures agentes, Anna Song, plus connue sous le nom de Diva, et son mecha Toki. C'est comme ça qu'après Rio, Cassidy, Farah, Baptiste, Zarya et Diva ont rejoint l'équipe d'Overwatch. Avec cette équipe d'élite, l'agence est partie pour Toronto rejoindre Vivian Chase. Là-bas aussi, le secteur 0 attaque, mais surtout, il capture les Omniacs. Toronto, c'est une des villes avec le plus d'habitants Omniacs, donc c'est une cible logique. Overwatch a dû mettre les civils en sécurité et libérer la ville en proie à la propagande de Ramatra. Ce dernier veut rallier les Omniacs à sa cause, et malheureusement, parfois de force, grâce à des asservisseurs. Overwatch repoussa pour un temps le secteur 0, mais Sojourn décida de rester à Toronto pour veiller sur son Canada natal, une décision
critiquable. Bref, après la mission canadienne, Reinhardt et Brigitte sont passés voir Torbjorn pour qu'il analyse un Omniac lobotomisé par Ramatra, si on peut utiliser d'ailleurs le mot lobotomisé. Mais une fois à Göteborg, le secteur 0 mena une attaque carrément visée sur l'atelier de Torbjorn, avec un vaisseau géant et surtout un énorme titan. Mais Göteborg était équipé, parce que Torbjorn a la tendance un peu bizarre de cacher des tourelles partout, ce qui permet de repousser l'attaque, détruire le titan et faire fuir le vaisseau dont on va reparler. En tout cas, c'est après Göteborg que le bastion de Torbjorn a rejoint Overwatch, et de son côté, le père Lindholm, lui, préféra rester en Suède pour protéger sa famille et analyser le fameux Omniac. Après cette mission, il y a d'autres héros qui ont rejoint Overwatch. Les premières sont les 2 héroïnes de Numbani, qui ont sauvé la cité des griffes de Doomfist, puis de l'attaque du secteur 0. Après leur succès, la scientifique Effie Oladele et sa création Orisa, un robot de défense basé sur les modèles Idina, ont rejoint la faction pour protéger le monde comme ont pu le faire les héros d'autrefois. D'ailleurs, anecdote, Orisa est basé sur les OR15 et son nom fait directement référence à ce modèle. OR15, si on transforme les chiffres en lettres, ça fait Oris et bam, on a juste à ajuster un A et ça fait Orisa. Bref, après l'admission d'Effie et Orisa, la capsule de la première humaine née sur Mars a atterri à Dorado. Juno a été forcée de fuir la planète rouge à cause du manque de ressources, laissant tout ce qu'elle a connu derrière elle. Elle a été recueillie par Overwatch et surtout Winston qui, en vrai, a vécu des choses similaires en arrivant sur une planète totalement inconnue. Et voilà, vous avez tous les noms des actuels agents d'Overwatch. Mais il n'y a pas que Overwatch qui se bat. À l'Archéologie Atlantique, Satya Vaswani, une architecte de Vishkar, et Niran Pruxamane, ancienne amie de Symmetra et scientifique influent de l'archéologie, ont su repousser une attaque robotique. De son côté, le Japon, qui connaît pas mal de difficultés face au clan Hashimoto, s'est aussi fait attaquer par les robots. Mais grâce au dernier descendant des Shimada, Hanzo, et avec l'aide de Kiriko, la chef des yokai, les robots ont pu être repoussés. Bon, et même si Overwatch et le secteur 0 font parler d'eux, la griffe est toujours là dans l'ombre. Des agents ont été aperçus à Suravasa en Inde et visiblement, ils seraient à la recherche de Tekarta Zenyatta, mais on sait pas trop pourquoi et on sait pas trop ce qui s'est passé. En tout cas, Genji Shimada était aussi à la recherche de son maître pour en apprendre plus sur Ramatra. Pareil, on a aperçu Maoga à Helios qui était à la recherche d'un mystérieux artefact. Heureusement, grâce à l'archéologue Sloan Cameron, la griffe a pas pu mettre la main dessus. Ceci dit, ils ont quand même réussi à récupérer un noyau d'énergie du secteur 0. C'était pas bien compliqué, le transporteur de Göteborg avait déjà bien été amoché par les tourelles de Torbjorn. Aucune idée de ce que prépare Doomfist et la griffe, mais ça annonce que du mauvais. Et en parlant de mauvais présages, parlons des Junkers. Aujourd'hui, Junkertown, c'est une monarchie dirigée par la reine Odessa Stone après qu'elle ait battu le roi Howl dans l'arène. On sait pas grand chose des Junkers. Leurs activités sont assez floues et ils semblent juste être une bande d'idiots vivant dans la saleté et l'anarchie. On parle des Junkers aux news des fois, comme Jamison Fox et Mako Rutledge, plus connus sous les noms de Chacal et Chopper. Ils sont recherchés par la police pour des pillages aux 4 coins du globe. Et ces deux-là représentent parfaitement la désolation de la zone. L'un a toujours les cheveux en feu, conséquence des radiations et sûrement de son caractère explosif, et l'autre est obligé de se balader avec un masque et se drogue aux inhalateurs. Par ailleurs, on sait pas ce que les Junkers préparent, mais des rapports indiquent qu'un Junker enfermé dans une boule aurait volé du matériel à Lucheng Interstellar à la tour de Lijiang. Bon, nous on sait que c'est le fameux champion de Junkertown, spécimen 8 de la colonie lunaire Horizon, nommé Hammond. Il s'est enfui en même temps que Winston au moment du soulèvement des singes sur la Lune. Bref, on sait pas ce que mijotent les Junkers. En tout cas, il y a une histoire de fusée et les propulseurs antigravité volés à Lucheng pourraient sûrement leur être utiles. Bon, et puis les mercenaires et les criminels se multiplient aussi partout dans le monde. On en a parlé dans l'Ouest américain, le gang Deadlock fait régner la terreur. Elizabeth Caledonia H, leur leader, secondé par son omniac Bob, continue de jouer selon ses règles. De même, Los Muertos au Mexique ont pour ambition de faire tomber le géant Lumerico, voire de réactiver Xibalba, l'IA divine mexicaine, du même niveau qu'Anubis, et ça peut faire énormément flipper. À Oasis, les Freaks, des anarchistes fans de cybernétique, ont volé un isotope de vanadium développé par Moira, et ils l'ont injecté dans le corps de l'un de leurs membres surnommé Danger. Il est sûrement l'un des criminels les plus dangereux et recherchés au monde. D'ailleurs, en parlant d'Oasis, leur activité s'est étendue jusqu'à Runasapi au Pérou, là où ils essayent d'étudier l'héritage des enfants du soleil. Mais la dernière guerrière Inti, accompagnée du soldat 76, a détruit les données récupérées par les scientifiques. Iliari a clairement pas envie de laisser ce pouvoir entre les mains de Moira Odeorain. Et le soldat, lui, qui est clairement Jack Morrison, hein, je la fais à personne, 76, c'était son numéro d'immatriculation. Bref, lui, il essaye toujours de comprendre pourquoi le quartier général d'Overwatch a explosé, et évidemment qui est derrière tout ça. Et en vrai, Iliari et lui ont des similitudes. Ils ont tous les deux suivi un entraînement hyper exigeant, et ont tous les deux tout perdu dans une explosion. De son côté, les activités menées par Maximilien à Monte Carlo sont toujours aussi floues. En tout cas, on sait qu'il est embêté par l'ancien agent d'Overwatch, Emre Sariolu. Et il a d'ailleurs engagé une certaine Geffen pour le retrouver et sûrement le tuer. Mais quelque chose me dit que Freya, c'est son vrai nom, va pas assassiner Emre, mais ça, seul l'avenir nous le dira. Bref, les anciennes icônes disparaissent et réémergent, tout comme les menaces d'antan et de toujours qui s'additionnent aux nouveaux mouvements. Heureusement, les drames permettent à des nouvelles figures de se révéler et prouver leur bravoure. L'espoir est ce qui a sauvé l'humanité des griffes d'Anubis, et aujourd'hui, de grandes figures portent encore ce vent d'optimisme. Vous savez,
Le monde aura toujours besoin de héros. C'était trop génial! Je sais ce que vous vous dites, Overwatch a tellement le potentiel pour nous faire une série ou une campagne PvE. Mais écoutez, on attend Blizzard et quelque chose me dit que la BlizzCon 2026 va nous surprendre, hein, c'est les 10 ans d'Overwatch, etc. Quoi qu'il en soit, cette vidéo elle a demandé énormément de travail, donc n'hésitez pas à lâcher le like, le commentaire et surtout l'abonnement. Même si vous le faites pas souvent, bah là c'est peut-être le moment en vrai, je peux pas vous mytho. La vidéo est à jour jusqu'au 4 juillet 2025, date à laquelle j'écris ça. Donc s'il y a des news concernant de prochains héros comme Wu Yang, Emre Sariolu ou Maximilien ou même d'autres, bah j'essaierai de les mettre en commentaire ou sur mon Twitter, donc venez follow. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire d'ailleurs ou en stream sur Twitch, je kiffe le lore donc je serais trop content d'y répondre. D'ailleurs profitez-en pour me dire si vous voulez que je parle d'autres lore de jeux vidéo, Valorant, Apex et Titanfall ou autres, il y a moyen de faire vraiment des trucs bien. Bref, merci à tous et merci encore à Red Shadow Legends de me soutenir, comme d'hab les marques ça me permet de vivre tout simplement. Donc oubliez pas le code en description. Et si vous aimez Overwatch, vous avez 2 vidéos qui viennent de pop, cliquez sur ça et je vous dis bisous et à la prochaine.